participer à votre DPC, mais j'ai plutôt choisi de vous présenter un certain nombre de vos résultats avec quelques commentaires ou questions à la clé, de façon à ne pas rester uniquement sur un autosatisfecit des améliorations qui sont survenues au fil du temps dans les procédures de limitation de traitement, mais de voir également les problèmes qui persistent, et évidemment, il y en a. Alors, juste 2 ou 3 diapos très brèves pour rappeler que cette thématique-là et des études épidémiologiques sur ce sujet-là, même si la porte d'entrée à l'époque était uniquement les décès. La diapo est illisible, mais en jaune figurent les études françaises du GFRUP, et la première est celle d'Alain Martineau, étude multicentrique, qui a été rapportée en 98, mais qui remonte en fait l'étude elle-même à 95. Donc vous voyez que ça fait 20 ans pratiquement qu'il y a des études sur ce thème-là, et que finalement, dans l'ensemble de la littérature mondiale sur ce sujet-là, on n'a pas à rougir de nos études ou de nos résultats. Les grandes dates, finalement, tout a commencé avec l'étude du Lancet chez l'adulte en 2001 pour ce qui est des publications françaises sur le sujet. Et je rappelle simplement les recommandations du GFRUP qui datent de 2005. On ne l'a pas fait exprès, mais évidemment à la même année que la loi. Et sans détailler la loi que vous connaissez tous, simplement pour dire qu'on est presque 10 ans après, et que pour étayer un petit peu le topo, je me suis appuyé essentiellement sur les 2 études, la première dénommée à tort la Taréapède et la deuxième Pédialate, et donc en vous rappelant simplement les dates de réalisation. La première a été une description des pratiques, donc rentre totalement dans l'intitulé du topo. La deuxième, beaucoup moins, puisque c'est sur les ressentis des soignants médicaux et paramédicaux dans les unités. Mais ça m'a paru tout à fait important. Et puis, en référence, l'étude publiée dans Critical Care en 2001 de Denis pour montrer la marge de progression qu'il y a eu au fil de ces 10 ans ou un peu plus. Brièvement, pour rappeler que c'est dans le papier qui vient de sortir, au moins en électronique, les archives sur l'étude 2010, que contrairement à des affirmations qu'on voit fleurir un petit peu partout en France, les soignants, médecins et un tout petit peu moins paramédicaux, mais globalement quand même au moins sur ces items-là, connaissent bien ou très bien la loi 2005 dite Leonetti. Je vais me centrer sur quelques thématiques qui sont des thèmes assez lourds, celui-là notamment, qui est celui de la procédure décisionnelle, en rappelant que c'est une délibération collégiale sur une décision médicale, et en donnant simplement à titre historique les résultats qui avaient été lourdement critiqués en 2001 dans le papier de Denis, qui indiquait que, d'une part, s'il y a une collégialité, elle était exclusivement médicale et pas du tout au sens de la loi, puisque moins d'une fois sur 2, les infirmières ou les cadres d'infirmiers étaient présents dans ces discussions, et que lorsque, 1 an ou 2 ans après la publication de la loi dite Leonetti, on a mesuré les choses avec Robin et avec beaucoup d'entre vous, on a vu que, physiquement en tous les cas, les différentes catégories professionnelles, notamment l'infirmière s'occupant de l'enfant, mais également beaucoup d'autres personnes, puisqu'un nombre de participants moyen de 10 personnes, dans ces réunions, qui étaient très majoritairement, spécifiquement consacrées à la discussion du bien fondé de poursuivre ou non l'engagement thérapeutique, maximum ou pas. C'est ce que apparaît sur cette diapositive-là. Vous voyez que 82% des réunions étaient des réunions dédiées à cette thématique-là, avec une durée moyenne de 3/4 d'heure. Alors, quel est le ressenti par les médecins et les paramédicaux? On n'a pas été capable, parce que le design de l'étude nous l'a interdit, en fait, de séparer dans les paramédicaux les infirmières et puéricultrices d'un côté et les aides-soignantes d'un autre côté. Donc c'est un résultat global qui est plus compliqué à analyser, mais c'est la seule chose qu'on puisse dire. Que ce soit dans l'idéal ou dans la réalité, vous voyez que les médecins, grosso modo, ils sont
tout à fait convaincus de la nécessité de la collégialité et tout à fait convaincus qu'elle est appliquée au quotidien dans leur service. Quand on interroge les paramédicaux, si dans l'absolu et dans l'idéal, ça devrait bien être le cas pour tout le monde, ou quasiment tout le monde, ce n'est pas le fait qui est ressenti ou perçu par un quart des paramédicaux qui trouvent que dans la réalité, la collégialité est un peu bidon. Quand on regarde un peu plus en détail par rapport aux réponses à certaines questions, l'information pour discuter les cas ou participer à la discussion, elle est loin d'être parfaite, mais pas très différente entre l'appréciation qu'en font les médecins et les paramédicaux. La possibilité offerte aux paramédicaux d'exprimer leur opinion, vous voyez bien que là, il y a une chute importante lorsqu'on demande aux paramédicaux ce qu'ils en pensent, et a fortiori, lorsqu'on leur demande si leur avis est parfois ou jamais pris en compte, c'est la majorité, 60%. Donc là, on voit bien une discordance frappante entre la collégialité telle que notée par les gens présents dans la réunion et par la perception qu'en ont les uns et les autres du poids donné à chacun et à l'avis de chacun. Le consultant, que ce soit dans l'étude de 2006 ou dans celle de 2010, c'est à peu près la même chose. Il est présent une fois sur deux, avec des difficultés d'analyse dans lesquelles je ne rentre pas entre experts et consultants, mais ce n'est pas tellement le problème. Petite aparté sur la présence d'un consultant, est-elle nécessaire ou comment peut-elle être utilisée au mieux, puisque c'est une exigence légale. Dans les décisions de limitation d'arrêt de traitement, je vous invite à lire cette mise au point de Robin et du groupe de travail L'Espace éthique de Lille, qui est tout à fait intéressant, à la fois dans les recommandations pratiques sur quand est-ce qu'il est vraiment indispensable d'avoir un consultant et puis quel type de consultant il peut être intéressant de mettre autour de la table pour discuter. D'autres questions sur ce thème de la procédure décisionnelle. Une question bien difficile qu'on ne s'est pas posée et à laquelle on n'a pas cherché à répondre parce que c'est vraiment probablement très compliqué de trouver des critères pour se permettre de répondre à cette question-là sur la qualité de la discussion de l'argumentation en termes d'éthique. On peut quand même souligner que, de façon un peu marginale, il y a un papier de la littérature assez récent, 2011 je crois, qui soulignait que dans une analyse des papiers publiés, donc ce n'est pas du tout le compte-rendu des réunions, la qualité éthique, ou la qualité de l'argumentaire du moins, dans la discussion éthique, était vraiment très pauvre et reposait très majoritairement sur le double effet et pas grand-chose d'autre, et l'article le reprochait beaucoup. Et puis, une deuxième question qui est évidente par rapport aux chiffres que je viens de vous donner là, c'est comment peut-on améliorer la participation des paramédicaux au processus décisionnel, ou du moins, comment affiner l'analyse de ces résultats-là, savoir réellement ce qu'il y a dessous, de façon à pouvoir proposer des mesures correctrices pour améliorer le ressenti des paramédicaux vis-à-vis de ces réunions décisionnelles. Juste pour dire que dans nos études, la notification dans le dossier n'a jamais été regardée et que ce serait peut-être intéressant de se pencher dessus parce qu'il y a fort à parier qu'elle laisse à désirer dans pas mal de situations, même s'il y a eu à l'évidence des progrès par rapport à ce qui se passe il y a 10 ans. On ne pourra pas les mesurer puisque ça n'avait pas été mesuré non plus dans les études précédentes. Pour dire un mot sur la prise en compte de l'avis des parents, là encore un petit mot rétrospectif sur l'étude de Denis, qui s'était fait passablement allumer essentiellement sur ce résultat-là, puisque si l'article disait que dans les 3/4 des cas, l'avis des parents avait été recueilli avant le staff, eh bien, c'était particulièrement catastrophique en termes de décisions transmises aux parents, puisque c'était moins de 20% des cas, et que l'éditorial qui accompagnait l'article disait que c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire en réanimation pédiatrique. Dans le ressenti ou l'appréciation par les différentes catégories professionnelles de la qualité de la communication avec les parents, vous voyez que sur les différents items, qualité de l'information sur le pronostic, qualité de l'information en cas de décision proposée de limitation ou d'arrêt de traitement, ou qualité globale de la communication, les résultats, même s'il y a un décalage entre paramédicaux et médecins, sont globalement satisfaisants. Et
n'appelle pas trop, à mon sens, de commentaires. Du moins, c'est pas là où je fais porter l'essentiel des questions qu'il peut y avoir dessous. Pour ce qui est du point de vue des parents, on aura des données qui seront partielles, mais certainement intéressantes, mais on en est au nettoyage de la base, donc je pense qu'on aura les données fin 2014, et peut-être on pourra en faire part dans un an à ce congrès. Le point peut-être le plus difficile, sur lequel je voulais centrer la fin de mon topo, c'est la mise en œuvre des décisions d'arrêt de traitement. Alors, on va commencer par les bonnes nouvelles. Je ne sais pas si ceci en est une bonne, mais en tous les cas, c'est simplement qu'on a regardé un des items qui étaient dans les recommandations pédiatriques et qui ne sont que dans les recommandations pédiatriques et que je n'ai pas vu paraître dans d'autres recommandations adultes ou pédiatriques étrangères, c'est le délai sans précision entre le moment où on propose aux parents une décision de limitation d'arrêt et sa mise en application. Il a été mesuré de 24 heures comme délai moyen dans cette étude de pratique 2006-2007. Et puis l'autre élément très rassurant et positif, c'est à la fois le fait que l'on proposait dans l'immense majorité des cas aux parents d'être présents au moment de l'arrêt des traitements, essentiellement ventilation mécanique bien sûr, et puis également la présence et du médecin dit référent et de l'infirmière au chevet du malade pendant cette procédure d'arrêt de ventilation mécanique. Autre élément qui est apparu en 2010 dans le questionnaire, c'est que la perception par les médecins, mais surtout par les infirmières, qui sont probablement le meilleur critère de jugement en l'occurrence, de la qualité de la sédation et de l'analgésie, que ce soit d'une façon générale ou plus spécifiquement en cas d'arrêt de traitement, était considérée comme correcte, parfaite certainement pas, en tous les cas pas au niveau paramédical, mais plutôt supérieure aux quelques chiffres que l'on peut avoir dans la littérature étrangère sur le sujet, il n'y en a pas beaucoup. Où ça commence à coincer, c'est là, c'est-à-dire ces deux questions qui étaient d'une part administrer des médicaments avec l'intention de provoquer la mort est acceptable si la décision fait suite à une réflexion d'équipe. Et vous voyez que 40% des médecins et une majorité importante des paramédicaux se dit tout à fait d'accord, enfin d'accord ou tout à fait d'accord avec cette affirmation-là. Question un peu différente, en tous les cas dans sa formulation, mais allant dans le même sens, administration de curare avant l'arrêt de la ventilation mécanique. La question précisait que ce n'était pas du curare seul, mais avec une sédation et une analgésie majorée. Il y a encore 10% des médecins et presque un tiers des paramédicaux qui répondent d'accord ou tout à fait d'accord à ces questions. Alors, je n'ai pas les réponses ou les interprétations à ces questions-là, mais la première chose qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une méconnaissance de la loi, peut-être une transgression, mais une méconnaissance non, puisque je vous rappelle ce que j'ai montré sur la première diapositive, à savoir que le caractère illégal de l'euthanasie et le caractère connu et accepté du double effet était quelque chose de connu et reconnu, donc ce n'est pas par méconnaissance de la loi, contrairement à ce qu'on avait pu dire de l'étude uronique qui remonte à plus de 10 ans en néonatologie. D'autres questions que l'on peut se poser, c'est est-ce que par rapport à ces questions-là, et notamment par rapport à la première question d'accélérer le décès dans certaines circonstances est quelque chose qui est une transgression de la loi ou une interprétation différente de la loi en 2013 de celle qu'elle avait en 2005. J'en veux pour preuve une des propositions du rapport de la commission de Didier Sicard, que je vous laisse lire, mais qui clairement dit à la fois qu'il est tout à fait recevable et souhaitable d'accélérer la survenue de la mort dans certains cas, et que ce n'est pour eux que leur interprétation de la loi Leonetti et rien de plus, rien de moins non plus, c'est-à-dire une interprétation bien différente de celle qui majoritairement apparaît toujours dans le code de déontologie, ou apparaissait dans les commentaires autour de la loi, qui étaient ne pas précipiter le décès, laisser mourir, mais ne pas faire mourir. Écoutez, c'est tout, puisque j'ai raccourci volontairement mon topo pour permettre un petit peu de discussion.
de remercier tous ceux qui ont participé. Il y a évidemment beaucoup d'autres questions, donc je n'ai pas fait état ici, qu'on pourrait se poser par rapport à ces résultats, mais que j'ai volontairement non repris ici. Merci beaucoup.